Je suis très heureuse d'être avec vous, tout d'abord. Et je voulais, en préambule, vous dire que cet exposé était en réalité né d'un mouvement d'humeur. Quand, il y a 3-4 ans, j'ai décidé de me plonger dans la mémoire de la famille Brauner, et particulièrement de Zdenka Braunerova, qui est la grand-tante de mon mari Vladimir, je me suis vite aperçue qu'à travers les documents, soit français, soit d'origine tchèque et mal traduits ou plus ou moins bien traduits, on trouvait à chaque pas des détails inexacts, des embellissements, des incohérences, et ça a été déjà l'objet d'un grand agacement. Ensuite, comme vient de le dire Jean-Gaspard Palenicek, l'année dernière il y a eu un événement extrêmement intéressant qui était la célébration du centenaire de la présence de Claudel à Prague. Et comme vous le savez peut-être un peu, cet anniversaire représentait beaucoup pour nous, en ce sens que non seulement la famille Brauner a été de très 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 près mêlée à ces presque 2 ans de séjour de Claudel là-bas, mais qu'ensuite ça a laissé des traces admirables dans l'œuvre de Paul Claudel. Enfin, je me suis aperçue que j'étais douée d'une infirmité incontournable, c'est-à-dire que même si je voulais bien travailler, je ne parle pas le tchèque, donc j'ai résolu, avec agacement, presque colère quelquefois, de me satisfaire de ce que j'avais, donc des documents français. Et ce soir, et tout cet hiver, quand j'ai travaillé à cet exposé, en fait, je n'avais d'autre désir que de faire un état des lieux, quelque chose qui soit assez rigoureux, analysé évidemment à ma façon, mais qui soit quand même un état des lieux qui n'avait peut-être jamais été fait. La dernière conférence sur Braunerova, dans le cadre de la FTS, remonte à 84, je crois. C'était M. Pechka. Quelques détails familiaux s'y étaient rajoutés. Outre les publications plus ou moins personnelles ou plus ou moins romancées qui ont abondé à Prague, même pendant la période communiste, je pense qu'il y avait en effet un devoir de clarification. C'est donc pour ça que je suis là ce soir. Et je voulais d'abord aussi, ça n'est pas une convention, remercier beaucoup le professeur Fouché et l'amitié franco-tchèque d'avoir accepté le projet. Remercier vraiment beaucoup aussi le centre tchèque, où il se passe tant de choses passionnantes, il suffit de regarder les murs, pour évoquer le souvenir donc, de Zdenka Braunerova, dont je suis, diront les mauvaises langues, la petite nièce par alliance, d'accord, pièce rapportée, d'accord. Bon. Mais ce qui m'autorise quand même, vu le contexte familial, à essayer de vous en raconter l'histoire. Alors, en République tchèque, Zdenka Braunerova, qui est née en 1858 et est morte en 1934, est cette artiste, peintre, graveur, bibliophile, illustratrice, créatrice de verreries, passionnée d'art populaire, qui a laissé à son pays, notamment au musée de la Bohème centrale à Rostoki, à 10 km de Prague, où se situe son atelier reconstitué, un patrimoine important. Les chiffres sont exacts, diffusés par le musée de Rostoki, il ne faut pas les trahir. 75 toiles, 600 dessins, 108 estampes, 1070 projets de vignettes et maquettes de livres, 122 œuvres ou projets de verreries, etc., etc. Certains carnets de croquis, ainsi que de nombreuses feuilles de dessin, sont conservés à la Galerie nationale de Prague. Certaines œuvres de sa collection personnelle également, comme le dessin de Rodin, la baigneuse qui se couche dans la mer. Elle avait, avant sa mort, légué tous ses biens à la société d'artistes graveurs Olage. Évidemment, les Tchèques et tchécophiles présents auront beaucoup d'indulgence pour mon accent parce qu'il est horriblement mauvais. Bon. Artiste graveur Olage, ça peut aller, dont elle avait été une des fondatrices en 1927. De ce legs provient l'essentiel des collections de Rostoki. Par ailleurs, le musée des archives littéraires à Prague contient un fonds extrêmement important, riche, notamment de correspondances en tchèque et en français. Braunerova est une figure de la culture tchèque, un exemple de la francophilie ancienne de ce pays. Côté français, alors qu'elle a longtemps vécu à Paris, travaillé dans des académies parisiennes et à Barbizon, participé à de nombreux salons,
Aucune de ces œuvres ne subsiste dans les collections publiques. Les traces de Braunerova en France, faibles mais remarquables, sont de nature épistolaire et littéraire. Tout d'abord, directement liées au monde culturel parisien où Zdenka évolua pendant les 20 dernières années du XIXe siècle, elles doivent être dégagées de l'héritage littéraire et biographique d'Élémir Bourges, écrivain français, marié à sa sœur Anna, sans lequel rien de sa vie n'aurait pu se dérouler de la même façon. Ce sera, pardonnez-moi, un long et indispensable préliminaire, mais que pour ma part je trouve passionnant. Ensuite, outre Bourges, 3 hommes, et non des moindres, sont concernés. Huysmans, vers 1891, avec 5 lettres anecdotiques et quelques mentions dans son journal, à la faveur d'une sorte d'inclination de bonne aloi qu'il y a eu entre eux. Rodin, au moment de son exposition à Prague en 1902, avec 3 lettres de Zdenka et 2 réponses, qui sont l'expression d'un aussi bref qu'intense coup de foudre unilatéral. Correspondance enfin d'une 40aine de lettres avec Claudel entre 1909 et 1912, qui révèle une amitié partagée, spirituelle et artistique, dont Bernard Michel a dit dans son livre Prague, belle époque, ce qui me paraît légèrement réducteur, qu'elle constitue le sommet de toute sa vie. À ces lettres se rajoute une douzaine de mentions dans le journal de Claudel, 1909-1911, les illustrations qu'elle a faites de son œuvre encore connue en France, et le poème de 1934, In Memoriam. Ces empreintes semblent ponctuer le déroulement d'une vie où, dès le départ, coexistent 3 sentiments, 3 constantes chevillées au corps, qui iront en s'accusant. Ardent désir de vivre à travers l'art et le beau, c'est une véritable obsession. Amour de la bohème, encore une obsession. Profond catholicisme. Jalons éloignés de l'œuvre artistique laissée intégralement à la rubrique tchèque, elle nous indique que la formation française fondatrice reçue dans sa jeunesse, qui lui a permis à Prague, pendant 40 ans, de jouer un rôle de relais entre les 2 cultures, s'est à peu près réduite sous le poids des événements personnels et nationaux. La vie de Braunerova n'est pas une progression favorisée par la francophilie, l'ouverture au monde et l'adhésion aux nouveaux mouvements artistiques ou politiques. Elle est lisible, au contraire, comme une concentration inéluctable vers la bohème, une mutation successive de l'artiste au profit de la femme engagée, au tempérament exalté, aux amours inaboutis, aux activités dispersées. Zdenka est humainement paradoxale, tenace et versatile, bonne mais roublarde, intelligente mais excessive, patriote, mais à contre-courant de l'évolution de son pays, dont elle est pourtant publiquement indissociable, et, pour finir, désespérément catholique. Après ces 3 traces d'expression française, c'est à l'exposition d'art populaire tchèque qu'elle contribua à organiser en 1920 à Paris que nous aboutirons. À ce moment-là, en effet, Braunerova est dans son rôle définitif. Plus qu'une artiste de premier plan représentative des mouvements artistiques tchèques de l'époque, une gardienne farouche des traditions nationales, qu'elles concernent l'art populaire, l'art graphique ou la bibliophilie. Plus une agitatrice culturelle respectée qu'une femme véritablement influente. Plus une opposante au récent pouvoir politique en place qu'une militante impartiale de la cause nationale. Enfin, plus une catholique engagée qu'une tchèque éclairée. Entre 1920 et 1934, année de sa mort, elle en restera là, célébrée cependant par une exposition rétrospective à Prague en 1932 et entourée d'une société de fidèles. Elle aura peu à peu dépouillé la française qui était en elle pour rester entièrement bohème, comme elle et sa sœur Anna l'exprimaient dans leur jeunesse. Il nous faut maintenant approfondir cette analyse. Tout d'abord, Prague-Paris, entre 1878 et 1894, l'empreinte française, Élémir Bourges, ou le malentendu providentiel. Elle est la fille de František Brauner, avocat, révolutionnaire réformateur, allié à Palacký et Rigueur dans le parti vieux tchèque, emprisonné en 1848, élu maire de Prague la même année, mais destitué par l'empereur,
dont les travaux furent à l'origine de la loi abolissant les restes du servage dans le pays. Député à la Diète de Bohême pendant 16 ans, František, de mère française, slavophile par ailleurs, est issu d'une famille bourgeoise et paysanne de Litomyš, comme Smetana, soit dit en passant. Dur au labeur, brillant et de surface très austère, il épouse en 50 une tchéco-allemande, fille d'un savant de l'université de Prague, Karl Neumann, et d'une aristocrate tchèque née Hřebenáš Reinfeldt. Dernier enfant de la fratrie qui en naîtra, 2 garçons et 2 filles, Zdenka grandit dans ce milieu éclairé et cosmopolite où le débat d'idées, politique d'abord, s'exprime en français, en tchèque et en allemand. Le salon de sa mère est un des premiers de Prague, elle y sera couvée et son tempérament artistique favorisé. Le mélange des origines et des cultures a engendré dans cette famille un anticonformisme affiché et sous la haute stature du père, un certain féminisme d'avant-garde, véritablement d'avant-garde, se dégage des méthodes d'éducation. Jolie, douée de réelles facilités artistiques, désireuse d'y consacrer sa vie plutôt que de faire le banal mariage bourgeois que sa condition amènerait naturellement, elle fera donc partie de la première vague des artistes tchèques après Jaroslav Čermák, ami de la famille, à effectuer l'indispensable et éducatif voyage à Paris. Augusta, sa mère, liée à Elisa Bourges, ancienne préceptrice française de la famille Nostitch, après un long séjour romanesque à Budapest au service des Batthyány, organise à distance avec son fils Élémir, jeune journaliste cultivé qui aspire à devenir écrivain, leur premier séjour de 6 semaines à Prague à l'occasion de l'exposition de 1878. Il est chargé de tous les problèmes d'intendance, surchargé de tous les problèmes d'intendance. Logement, organisation du séjour, déplacement, budget, visite de musée, et donc en correspondance avec la famille. Enthousiasmé par cette perspective, et sans l'avoir jamais rencontrée, Zdenka lui envoie une lettre le 6 mars, donc 78, première de la quarantaine en français, entre 78 et 1906, conservée à Prague aux archives littéraires, et qui, à mon sens, contient tout de sa personnalité. Elle a 20 ans. Voici les extraits essentiels. J'avoue, monsieur Bourges, que j'ai un petit penchant pour le sentimental et que j'aime la lecture triste. C'est peut-être mal ce que je fais là, mais dans la vie on a tant de gaieté que s'il n'y avait pas de poésie triste au monde, ce serait à se brûler les cervelles. Car en lisant des choses tristes, on se console, je trouve, et il faut se consoler de la gaieté. Déjà, de l'art de se compliquer la vie. Malheureusement, je ne connais pas la France. Mais alors, je puis dire qu'il me semble que rien ne peut être si beau comme ma bohème. Peut-être que c'est du patriotisme qui parle en moi. Mais c'est surtout un peu la vérité. Car même un Français, M. Louis Léger, qui a vécu un temps à Prague et voyageait en Bohême, dit, en parlant de notre pays, que les Tchèques sont crus comme leurs montagnes et profonds comme leurs forêts. Nous, Tchèques, sommes un peuple assez malheureux. Et bien que nous travaillions et payions les dettes pour les autres en Autriche, on ne nous apprécie pas du tout. Patriotisme natif. Toujours, quand je lis des livres français, je me sens tellement attirée vers cette ville, ce monde que Paris est, que ce serait un péché de ne pas y aller. En dehors de Paris, point de salut. C'est si rare de trouver une amie qui puisse partager votre sentiment. Mais j'ai le bonheur de l'avoir trouvée, c'est ma sœur. Nous allons nous promener ensemble des heures entières. Anna sera son alter ego, toute sa vie. Le plus grand bonheur que je puisse m'imaginer, voir un beau paysage et oser le regarder tant que l'on veut, et là, remplir son âme de cet idéal qu'on appelle Dieu. Amour de la nature, amour du beau, aptitude au mysticisme. Cette lettre, Bourges, engagée dans une grande passion par correspondance, en dit ceci le 10 avril à sa cousine Léonie Chaunet. Tu sais que j'ai reçu une lettre aussi vaste que le Sahara et que je dois voir à l'exposition ma Juliette un peu trop anonyme. Ce qu'il y aura de délicieux,
c'est qu'après m'être bien monté la tête à son endroit, c'est de sa sœur que je deviendrai amoureux. Pressentiment exact. C'est en effet un voyage fatal qui se prépare. Le 4 mai, Augusta écrit à Elémire. C'est décidé, nous irons à Paris. Notre plan est de partir avec un train de plaisir qui part le 30 du mois de mai et nous permet d'être 30 jours en voyage. Vous trouverez-vous à la gare? Une vieille dame énorme, flanquée de 2 perches, toutes d'un air de province. Je n'ai pas la moindre peur que vous fassiez la cour à mes filles, loin de cela. Mais j'ai très grand peur que vous les trouviez laides. Ce ne sont pas des Parisiennes, et que vous perdiez bientôt l'envie de nous conduire. Grossière erreur. Le 4 juin 1878, jour du destin, ainsi relaté par Bourges dans une lettre de décembre de la même année à Anna. C'est toi qui as frappé à ma porte un soir de juin. Oui, le 4 juin. Il me semble encore que je vous attends à la gare. J'étais arrivé 1 heure trop tôt. Ah, te rappelles-tu notre premier coup d'œil? Moi, je l'ai toujours dans le cœur, et la bonne poignée de main de Zdeno. Vous me disiez... Vous voilà attrapé en nous voyant. Vous vous étiez imaginé des jeunes filles idéales. Je ne pensais pas que vous fussiez comme vous êtes, aussi charmante, et des âmes aussi belles. En cachette, quelques jours après ce coup de foudre réciproque, Anna lui glisse un billet qui nous montre chez elle la conjugaison du sentiment amoureux et du sentiment patriotique. Ne soyez pas malheureux, mon cher, cher ami. Ne soyez pas affreusement triste. Cela détruit mes forces. Et vous ne pouvez pas vous imaginer quelle douleur cela me fait quand vous fixez sur moi vos yeux pleins de tristesse. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est d'être bohème, d'avoir une patrie pauvre, malheureuse, dont personne ne se soucie dans le monde. Quand on appartient à un peuple de 3 millions d'âmes, qui a encore si peu de femmes intelligentes et patriotes, il est difficile d'en sortir. Si vous étiez bohème, que vous feriez des livres bohèmes, je voudrais vous épouser tout à l'heure, sans même penser à la pauvreté. Mais il est inutile de faire des rêves. Il faut que vous restiez français, et moi je ne pourrai pas cesser d'être bohème. De retour à Prague, après 6 semaines de séjour à Paris, informée de la situation, Augusta, mère de famille outragée, écrit à Bourges. Je n'aurais jamais dû faire ce malheureux voyage dans un pays où les habitudes et les mœurs sont si différentes des nôtres. Tout mon système d'éducation fait banqueroute. Je ne vous trouve pas droit d'associer à votre sort incertain l'avenir d'une enfant qui, éblouie de votre brillante conversation, vous croit un génie qui doit être bientôt reconnu de sa nation. Ma fille paiera l'insouciance de sa mère avec le bonheur de sa vie. Pas si fausse précision, hélas. Zdenka, quant à elle, est arrivée non disponible à Paris, toute habitée qu'elle est par les charmes de son professeur, le peintre Antonin Fitoussi, ce qu'elle confiera très vite à Elémire, devenu son frère, son confident. C'est une amitié teintée d'ambiguïté amoureuse, probablement assez ravageuse pour les trois, qui s'installe donc sur le champ entre eux pour des années. Le père s'en mêle et évidemment n'accepte point la romance, sans interdire cependant les échanges épistolaires. Il meurt opportunément 2 ans plus tard, sans avoir réussi à détacher son enfant chéri de l'homme de lettres français. Les fiançailles officielles dureront 5 ans de valses-hésitations, de voyages dérivatifs, de correspondances fluviales, de querelles, et s'achèveront le 23 novembre 1883 par un mariage au cérémonial épineux à Saint-Clément de Lévis-Radès, près de Rostocky, sans mondanité aucune, après avoir failli sombrer pour une victime. Le couple se sauve dès le lendemain. Bourges n'éprouvera pratiquement jamais la tentation de revenir à Prague, qu'il aura vu en tout et pour tout 3 fois, en 78, 82 et au moment de son mariage. Le sacrifice est consommé. C'est sur cette erreur amoureuse. C'est grâce à sa sœur Anna, la désormais quasi invisible, la silencieuse qui ne s'adaptera jamais à la France,
que Zdenka pourra s'installer à Paris avec sa mère entre 85 et 94, s'y former, s'y façonner et faire les provisions d'idéal, entre guillemets, auxquelles elle aspirait, les provisions d'idéal dont elle parle à ses correspondants. Bourges, né à Manosque en 1852, mort à Paris en 25, était au moment de sa rencontre avec les Bronner aussi talentueux, cultivé que rempli d'ambition. En septembre 1978, alors qu'il est déjà bien introduit dans la société littéraire parisienne, en plein enthousiasme conquérant, il écrit à Anna : « Chère âme, la situation est très simple. Il y a maintenant en littérature Flaubert, Goncourt, Zola et Daudet qui font des romans. Les deux premiers sont vieux. Flaubert ne fera plus rien que son livre sur les deux bourgeois dont il n'est pas content lui-même. Goncourt est dépareillé depuis la mort de Jules. Reste Zola et Daudet. Eh bien, chérie, sans me faire la moindre illusion, je puis te dire qu'à force de travail dans mon trou, car je travaille bien quand je m'y mets, et j'ai souvent émerveillé mes amis, je suis à peu près aussi fort qu'eux. Le crépuscule est au moins égal à tous les romans de Zola, excepté l'Assommoir. » De ce jeune et désarmant vaniteux cherchant à conquérir sa belle, la notice biographique de Marie-Claire Bancard, dans son livre Écrivain fin de siècle, dit que de Marseille, il monte à Paris en... Ah, excusez-moi. Allez-y, allez-y. Il monte à Paris en 1874, se lie avec Barbé d'Aurevilly et Paul Bourget, assiste au Mardi de Mallarmé, se passionne pour Wagner, écrit des articles critiques au Parlement, entre guillemets, et aux Gaulois, entre guillemets, et fonde en 1883 la Revue des chefs-d'œuvre. En 1886, après avoir hérité de sa mère, cet érudit, ce brillant causeur que Gide appréciera plus tard, très solitaire, cénobite des lettres comme on l'a surnommé, et qui n'entra dans aucun groupe littéraire, décide de vivre à la campagne. Les Mallarmé, installés à Valvin, au bord de la Seine, près de Fontainebleau, lui signalent sur l'autre rive du fleuve, à Samois, le prieuré du village. Il y restera 16 ans, s'enfermant parfois des semaines entières dans une totale claustration. C'est à une gloire sans concession au monde qu'il aspire, mais, ce faisant, il condamne à la neurasthénie sa jeune femme habituée à une vie sociale animée. D'après Gisèle Marie, une des biographes de Bourges, à cette époque, cependant, le goût de la solitude de Bourges n'est pas si définitif. Le charme prestigieux de Mallarmé avait déjà attiré une colonne d'écrivains et d'artistes. La présence irradiante de l'ermite samoisien achèvera de faire de ce coin de la forêt de Fontainebleau un lieu élu entre tous, où peu à peu, sous l'influence des deux enchanteurs, s'assembleront beaucoup de ceux qui devaient illustrer ce qu'on a appelé l'école symboliste, bien qu'il n'y eût peut-être pas à proprement parler de mouvement symboliste, mais plutôt la recherche d'une formule nouvelle d'expression par un groupe de poètes et d'artistes qu'éloignait la froideur solennelle et la parfois pompeuse vacuité du Parnasse. Les unissait aussi un désir de réaction contre le réalisme des Goncourt et le naturalisme de Zola. Dans leurs livres de souvenirs, Ève et Lucie Paul Marguerite, amies de Sita Bourges, née en 1887 et morte en 1915, évoquent cette Anna aux yeux de pierrerie. Quant à Marguerite Moreno, femme de Marcel Faube, camarade d'ailleurs de Paul Claudel et Louis Legrand, également de la bande, raconte: souvent, Élémire Bourges descendait de son ermitage de Samois. Sa femme l'accompagnait. Elle était dans tout l'éclat de sa beauté blonde et ses discours avaient un pittoresque ravissant. Près de Bourges et de Mallarmé s'installent des peintres comme Odilon Redon ou Armand Point, dont le modèle Hélène épousera plus tard Philippe Berthelot, futur secrétaire général du Quai d'Orsay, qui sera un très grand ami de Claudel. Des critiques d'art écrivains comme Camille Mauclair, des romanciers comme les frères Marguerite, Paul Fort ou Pierre Louis, des artistes comme Louis Anquetin, Whistler, José Maria Certes et bien d'autres, constituent là chaque été une société effervescente. Il règne entre eux une extraordinaire animation à laquelle Zdenka participe. Théâtre, pantomime, marionnette. On joue Aristophane, Shakespeare, des mystères chrétiens et païens,
accompagné de la musique d'Ernest Chausson et d'Édouard Lalo. On déchiffre et joue des partitions de Wagner, Beethoven, Schumann et surtout Berlioz. Ces étés idylliques se reproduiront pendant les 20 dernières années du XIXe siècle dans ce territoire étroit de lisières de forêts et de bords de Seine où quelquefois Bourges voit de sa fenêtre l'aïeul du délicieux Mallarmé. Autant les mardis de la rue de Rome, l'hiver, où il reste à vérifier que Zdenka, accompagné de Julius Geyer, fut admise, sont brillamment compassés, religieux, autour du maître, autant le plaisir de vivre et la spontanéité règnent à Valvin. Il fallait décrire cette société parisienne, ce Paris symboliste qui façonnera Zdenka et dont elle transportera l'esprit en Bohême. Elle est installée à Paris au 27 rue de Fleurus, dans un atelier où d'ailleurs sa mère Augusta s'éteindra en 90, et où sont passés tant d'artistes jusqu'au début du XXe siècle, dont Odilon Redon, immédiatement d'ailleurs après elle. Elle est inscrite à l'Académie Colarossi, assidue de Barbizon tout près de Samois, où elle travaille, et elle sera là dans sa meilleure période de création picturale. Toute son œuvre de paysagiste en est l'illustration, essentiellement inspirée de Corot, d'Aubigny et Rousseau. Elle est réellement et restera un peintre petit maître de l'école de Barbizon. Elle aura aussi gagné pendant cette période sa capacité à faire jusqu'à la fin de ses jours le lien culturel entre la France et la Bohême. Bourges, élu à l'Académie Goncourt en 1902 sur proposition de Paul Marguerite, laissera une œuvre restreinte, désormais connue de rares initiés et à peu près lisible, je l'avoue. Sous la hache en 83, le crépuscule des dieux en 84, Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent en 93, La nef éditée en 2 parties en 1904 et 1922. Il n'est cependant pas tout à fait oublié. Il a par exemple les honneurs perfides et douteux du récent pavé de Charles Dantzig, dictionnaire égoïste de la littérature française, qui reflète les modes littéraires parisiennes actuelles. Deuxième trace, 1891, Paris, Huysmans, ou un flirt, ou une agréable Babylone. Sortie de cet extraordinaire creuset que fut la Société des Bourges pour Zdenka, nous reste, outre les souvenirs foisonnants à peine évoqués plus haut, 5 pauvres petites lettres palpitantes de Karl Huysmans, de Joris Karl Huysmans, à Mademoiselle Zdenka, que vous pourrez regarder tout à l'heure là-bas. Écrites entre février et mai 91, elles évoquent une relation légère, pleine de civilité, attestant l'intérêt mutuel, prudent, félin en un mot, qu'ils se sont portés l'un à l'autre. Visite, cadeaux, compagnie des Odilon Redon, nous voici encore dans une douce sociabilité. Rappelons qu'en 91, Huysmans est un écrivain très reconnu, classé décadent, qui a derrière lui le triptyque d'Avolo en 82, À rebours en 84, En rade en 87. Voici quelques extraits. 1er février 1891. Mademoiselle, je retrouve en rangeant la bibliothèque un exemplaire d'un croquis qui parut l'an dernier d'un coin de Paris pauvre, maintenant mort. Voulez-vous me permettre de vous l'offrir? À vous qui, seul je crois bien parmi toutes les jeunes filles, aimez la vie des quartiers déshérités et la mélancolie des paysages fatigués sous un ciel gris. Juste observation qui se vérifiera à Prague quelques années plus tard. Samedi matin. J'écris à Madame Redon pour lui rappeler la promesse qu'elle me fit un soir de monter jusqu'à ma cellule avec son mari. Et je viens vous demander de vous entendre avec elle pour le soir et de vouloir bien l'accompagner. Ce faisant, vous me rendriez content, bien content. Seulement, il vous faudra un peu d'abnégation, car il y a 5 étages à monter. Après quoi, en fait de repos, on ne peut s'asseoir que sur des meubles qui sont pleins de poils de chat. Sans date. Mademoiselle, vous avez été la plus gentille des camarades en voulant bien accepter le petit volume de croquis parisiens que je vous promettais. J'espère que vous aurez excusé l'inconvenance du Minet qui ne voulut pas paraître l'autre jour. Pardonnez au chat et à son patron. La 4e est de la même eau, adressée chez Odilon Redon. La 5e sans date un peu plus imagée. Ma chère mademoiselle Zdenka,
Le fait est qu'étant donné la hauteur où je perche, j'ai bien besoin d'amulettes pour me préserver de la foudre. Aussi vos amusants cierges, si bizarrement barbares, sont-ils les bienvenus. Merci enfin pour le beau diable et la petite religieuse, qui sont autrement intéressants que les joujoux bêtes que Paris fabrique. Mais c'est une vraie mise en demeure que ces poupées symboliques-là. Elles semblent vous demander qu'on choisisse entre elles. Espérons que la nonne vaincra en moi le diable. J'espère bien aussi vous rencontrer chez les Redons un jour, avant que vous ne repartiez loin de Paris et que je ne file à la trappe, comme j'en ai l'intention cette année. Dans l'ouvrage « Lettres à Odilon Redon », publié chez Corti en 1960, au 16 février 91 et jours suivants, on trouve 2 missives de Huysmans au peintre, mentionnant ses relations intimes et l'accueil si cordial et si rare de l'artiste tchèque. Zdenka, elle, coquette née, écrit le 12 juin de cette année 91 à sa sœur. Une fois à Savoie, je te raconterai bien des choses, Joris. Je ne peux m'empêcher de sourire à la pensée qu'il me faut maintenant partager mon cœur entre Joris et Julius. Depuis 89, en effet, elle est très proche de Julius Zeyer, beaucoup plus âgé qu'elle, intellectuel tchèque raffiné, écrivain décadent, dandy et amateur d'art, qui ne cédera pas à son obstination amoureuse. Il reste de ce long attachement une abondante correspondance, publiée à Prague en 1941, préfacée par Vladimir Helmut. Huysmans entre à la trappe en 92 et écrit dans son journal du 20 juin 98, il pense donc encore à elle. Mais moi, toujours en dehors, vécu en dehors de la littérature admise, hué comme naturaliste. Zdenka venu au moment de la trappe, mais il n'y avait rien de sérieux là. Et puis c'était la non-conversion alors. Et c'était ça, impossible. Il est intéressant de noter que Zdenka est familière des Redons au moment où celui-ci commence dans son œuvre à sortir du noir de la gravure. La couleur peu à peu va envahir le travail du prince du rêve, modifiant radicalement son univers. Dans les années 90, il entre dans une période heureuse, il lui naît un fils, la reconnaissance arrive, et cela se traduit dans ses dessins et ses toiles. L'exposition récente du Grand Palais l'a montré avec éclat. Le mouvement inverse s'amorce chez l'artiste tchèque qu'il a beaucoup fréquenté, pour de toutes autres exigences artistiques qui prennent racine dans son univers natal. Deuxième trace, 1902, Prague, Rodin, ou une brève éruption de passion. 3 jours de balade en Moravie, un baiser, 3 lettres passionnées, 2 réponses flatteuses, cette rencontre marque un seuil. Alors qu'elle est rentrée à Prague, il y a certainement apporté avec elle les techniques de gravure observées chez Redon, elle a délaissé la peinture au profit de l'eau forte. L'influence de Barbizon s'atténue. Mais c'est surtout l'époque où la municipalité de Prague a engagé d'importants travaux de démolition des quartiers anciens. Zdenka, maintenant fiancé à l'écrivain tchèque Vilém Mrstic, retourne à l'art graphique qui est son vrai talent initial. Pardon pour la prononciation. Elle entre dans une période noire, esthétiquement plus favorable à sa vision de la ville. Révoltée par les destructions, elle grave de très nombreuses vues de Malastrana et du quartier juif en particulier, qui sont maintenant d'irremplaçables documents. Dans ces années-là, elle amorce son travail de bibliophile et d'illustratrice. Elle collabore à la revue culturelle propagatrice des idées décadentes et symboliques, fondée en 1894, Modernie Revue, et probablement stimulée par l'importante exposition ethnographique de Prague en 1895, elle passe une bonne partie de son temps à sillonner la Moravie pour observer et collectionner les objets d'art populaire. Dans sa lettre de Nouvel An de 1902 à Bourges, alors qu'Anna et Sita sont avec elle, car leurs séjours à Prague sont de plus en plus fréquents, Zdenka lui écrit « Je tâcherai de gagner un peu d'argent pour revoir ma chère France et y prendre une douche d'idéal. Tu peux me croire que je suffoque ici. » Un grand coup de vent, quelques mois plus tard, va aérer notre artiste.
l'exposition Rodin qui aura lieu du 10 mai au 15 juillet. Cet événement est organisé à l'initiative de la société Manège. Un groupe d'artistes, tous francophones, dont Maratka, élève très aimé de Rodin, a conçu une manifestation grandiose où le maître et ses œuvres sont honorés comme il revient à un dieu. La municipalité a construit un pavillon spécial dans les jardins Kinski qui abrite 88 sculptures et 75 dessins. Il y eut à l'hôtel de ville des discours officiels très flatteurs pour le sculpteur arrivé le 31 mai. Il y eut des fêtes, des banquets auxquels Braunérova fut évidemment invité. Et on entraîna Rodin du 1er au 3 juin dans un voyage en Moravie avec au programme une visite au peintre Ubrka, grand ami de Zdenka, des promenades, encore des banquets et des spectacles folkloriques où d'ailleurs Zdenka dansa, des promenades, tout ça censé faire comprendre l'âme slave au maître français. C'est au cours de ce voyage que se produisit l'échange amoureux entre Zdenka et Rodin, qui n'était pas à une conquête près. Il provoqua chez cette femme de 44 ans, dont on a déjà entrevu le tempérament exalté, aux amours déjà 3 fois déçus, une explosion de sentiments refoulés qu'elle saura cependant canaliser aussi vite qu'ils avaient surgi. Se sont conservées aux archives du musée Rodin 3 lettres de Zdenka écrites après le départ de Rodin, 2 réponses du maître aux archives de Prague, 2 lettres de 1906 et 2 cartes postales de 1906 et 1908. À la faveur d'un moment unique, la femme d'abord, l'artiste ensuite, la patriote enfin, s'exprime de façon conjuguée dans ces documents. Les premières missives sont d'une effarante juvénilité et, comme la toute première se conclut par un serment, jamais personne ne saurait que je vous écris. Tâchons avec piété et sans trop la trahir d'en faire connaître l'existence et comprendre le contenu. Rien n'est ridicule lorsque c'est sincère. Écrit-elle d'ailleurs. Extrait de 5 juin 1902, 11 pages. La femme. Cher maître, était-ce un rêve que vous m'avez dit de vous écrire? Non, c'était la réalité. J'ai entendu votre voix, j'ai touché votre main. Partout où je regarde, c'est vous que je vois. Il est 4 heures du matin. Je suis assise auprès de ma fenêtre qui donne sur de grands jardins anciens, avec un panorama de Prague au fond. Je vous revois en fermant les yeux, et je sens le souffle de vos lèvres qui s'inclinent vers moi. La patriote. Vous êtes venu chez nous comme Jésus est venu chez les pauvres. De vous voir, cela me paraît comme un miracle, maintenant que j'ai pu m'approcher de vous, cher divin maître. À nouveau la femme. Mon cœur a toujours fui l'amour banal, par un besoin naturel de sacrifice et d'héroïsme. N'ayant pas trouvé ce que mon cœur avait désiré, je me suis réfugiée dans le monde idéal, qui fut toute ma réalité. Fière et résignée, j'ai compris qu'il ne faut rien exiger de la vie, et voilà qu'elle me donne un tout d'elle-même. L'artiste. L'amour de la vie et de la beauté, votre art héroïque et passionné synthétise idéalement la pensée de notre époque ainsi que l'idéal de toute l'humanité éternelle. Le 30 juin 1902, alors que Rodin lui a fait le cadeau du dessin « La baigneuse qui se couche dans la mer », 12 pages. Vous m'avez dit des mots si touchants dans vos 2 lettres qu'en les recevant, j'en pleurais de joie et d'émotion. Mais avant tout, donnez-moi vos 2 mains, que je les embrasse, que je vous remercie de votre cadeau si précieux. Oui, je voudrais embrasser le monde entier. J'ai une joie absolument voluptueuse à me torturer. Là, avec un petit billet de vous, je me suis installée devant cette admirable baigneuse. Je l'ai regardée avec cette terrible joie de l'avare qui possède une grande fortune et qui se promène dans le monde dans des loques pour le tromper. C'est à moi, c'est vraiment à moi, et personne ne s'en doute. N'est-ce pas? Je suis très perverse. Elle est donc vraiment à moi, cette admirable femme dans la mer très bleue,
si bleu. Ce n'est plus un rêve, comme ce n'est pas un rêve que je vous aime. Mon âme ne peut qu'adorer mon Dieu, c'est-à-dire l'intelligence suprême, la bonté, la douceur, la force. Suivent des détails autobiographiques et l'aveu qu'elle va faire ses prières du soir devant les œuvres exposées au pavillon Kinski. Le 10 août, 12 pages. On se calme un peu, on domestique déjà, on élargit le sujet. Une partie de votre âme ne me quittera plus, et je pourrai lui faire une caresse à toute heure, jour et nuit. Vous avez apporté une nouvelle vie à mon cœur, qui se croyait mort pour l'amour. À nouveau la patriote. Je sens aujourd'hui toute l'amertume d'appartenir à un peuple appauvri, car nous sommes des pauvres, chère mère. La Bohème d'aujourd'hui fut certes une nation glorieuse, riche en art et fière, mais maintenant, elle se réveille seulement de son sommeil que les guerres et les désastres ont amené. Ce long sommeil de plus d'un siècle fut pris pour la mort. Vous avez daigné lui tendre la main. Oui. Le Christ a passé chez les pauvres, car votre exposition nous a mis au rang des premiers entre les nations. Réponse, le 29 juin 1902. Ma grande amie, votre lettre, comme je les désire, est venue, impatiemment attendue. Vraiment, Prague m'a donné beaucoup. Laissez voir à votre ami toute votre beauté. Je lirai l'expression de votre vie, de votre force mystique et sensuelle, comme une délicieuse attention de donner du plaisir et de la joie. Ici, je détruis le blasphème de ne pouvoir nous rencontrer jamais. Quelle puissance que celle de l'art qui m'a donné tant de pouvoir sur vous, sur votre âme et peut-être sur vos sens. 18 août 1902. Vos lettres me sont précieuses. La vie vous a envahi et vous êtes comme la fleur et les arbres qui éprouvent les forces de la vie. Puissance divine qui est celle de Dieu, car nous sommes à son image étant sa pensée. Et je suis heureux de vous savoir dans cet esprit divinement généreux. Remettons-nous dans la gloire du contentement, la volonté de vivre est partout. Elle ne lui fera plus qu'une visite à Meudon en 1906. Je soupçonne le maître, distance oblige, de n'avoir point trop souffert de ne pouvoir la rencontrer à nouveau. Quant à Zdenka, elle trouvera rapidement des dérivatifs au brûlant et intime épisode. De ce flot de déclarations exaltées, déroutant, alternativement fastidieux, touchant ou exaspérant, il faut cependant extraire, une fois de plus, son amour absolu de l'art, la conscience aiguë qu'elle a de sa patrie et la préoccupation constante qu'elle en a. On aime à la fois passionnément un homme, l'art en tant qu'accès au divin, et la bohème, toujours. Ce mélange infrangible fait toute la rareté, je pense, toute la saveur du personnage. Dans une lettre à Bourges de 1898, après sa rupture avec Wilhelm Merstic, elle écrivait « Tu sais que je ne suis pas née pour les joies conjugales ni pour le monde, mais l'atmosphère artistique me fait pousser des ailes. Je commence une nouvelle vie et la petite s'agite, comme tu disais. » Même processus en 1902, après le départ de Rodin, elle va continuer à s'agiter. Entre la rencontre avec Rodin et l'arrivée d'un autre Français dans sa vie, elle aura bientôt, avec le jeune critique littéraire et écrivain tchèque Miloš Martin, une liaison amicale qui occupera son cœur et son esprit. Lui aussi est à la recherche de la synthèse des facultés créatrices de l'homme, dit Václav Černý dans le cahier Claudel, 9 Prague de 1971, publié chez Gallimard. Sensualité et intelligence, passion de la joie terrestre et désir spirituel, volonté de puissance et humilité devant le mystère transcendant reconnu. Voilà les idées dominantes, ancrées depuis des années chez Zdenka, comme on l'a vu dans ses lettres à Bourges ou Rodin.
qu'elle partagera avec Martens. Ce sera aussi l'époque où elle construira son atelier dans le jardin de la propriété Brauner, le moulin de Rostocky, après à une dizaine de kilomètres de Prague. Elle y organisera une certaine forme de bonheur, occupée de son travail d'artiste peintre, graveur, enrichie d'une nouvelle activité créatrice, probablement assez lucrative, la verrerie. À l'arrivée de Claudel, Zdenka est une femme assagie de 51 ans, assez sereine, mais pleine d'un goût de vivre et d'un appétit artistique aussi personnel qu'hors du commun. Il semble qu'elle n'ait jamais évoqué avec le poète sa rencontre avec celui qui fit plus que le maître de sa satange. Troisième trace, 1909-1911, Prague, l'amitié de Claudel. C'est une correspondance de 43 lettres déposées aux archives littéraires de Prague, 11 mentions dans le journal, la dédicace du magnifique Saint Venceslas, des images saintes de Bohême, de 1911, et un poème In Memoriam, en 1934, qui nous en donne la mesure. C'est aussi le souvenir des décors de l'annonce faite à Marie du 6 février 1914 à Prague et les illustrations diverses qu'elle a faites pour le poète. Les temps ont changé. Elle est, ainsi que son inséparable Martens, réfractaire aux idées nouvelles, aussi bien artistiques que politiques. Catholique et représentant de l'arrière-garde vieux tchèque, ils sont restés dans le monde symboliste qui les a formés et ne sont plus entourés d'un conditionnel. L'intelligentsia pragoise a considérablement évolué. Artistiquement, pas d'influence, ni impressionniste, alors qu'à l'époque où il était à Paris, la ville en était pleine. Ni Labi, ni Fauviste ensuite. Elle est entièrement investie dans l'expression artistique nationale, dans l'amour du baroque, dans l'art populaire, tout en continuant pourtant à s'imprégner de culture européenne. Voyages fréquents à Munich et à Dresde, quelques retours en France, entre autres. Politiquement, alors que le pays est agité des prémices de son indépendance, elle déteste ce que représente le parti Jeune tchèque et le progressisme de Masaryk, cette aspiration à une démocratie laïque qui écarte toute expression du catholicisme. En accord profond avec Claudel, partageant son côté paysan et son humour, sa spiritualité et son amour du monde, à la fois admirative et dévouée, elle va parfaitement se glisser dans le triple rôle qu'il lui offrira, auxiliaire attentif de son foyer, guide averti du patrimoine tchèque et pendant 5 ans son illustratrice. Elle s'y consacrera entièrement. Le cahier Paul Claudel 9, Prague, œuvre de Václav Černý évoqué plus haut, premier ouvrage à avoir publié cette correspondance, reste la Bible pour connaître sans erreur aucune la relation entre Claudel et la Bohême, ainsi que son amitié avec Martens et Braunerova. Une lettre particulièrement est à dégager aujourd'hui et à mettre en parallèle avec ce que Zdenka écrivait 8 ans plus tôt à Rodin. Claudel vient de lui faire cadeau des odes. Le 3 septembre 1910, elle lui écrit de Turovets où elle travaille. Cher monsieur, c'est ici, de ce coin sauvage et perdu du monde, que je vous envoie mes souvenirs, mêlés du sentiment de plus profonde gratitude. Comment vous dire, le sentiment dans mon cœur est pénétré après la lecture de vos odes. Le coin de terre dans la forêt de Turovets restera dans mes mémoires un lieu sanctifié comme un confessionnal. Car n'était-ce pas comme un miracle que je me sois trouvé là avec les odes dans les mains? Et pour me rassurer que je ne rêve pas, j'ai vite soulevé la page pour bien regarder là où votre nom est écrit avec votre main, bien avec de l'encre, et cette dédicace témoigne de la plus belle et de la plus précieuse amitié. J'ai lu, relu, et je relirai toujours votre admirable livre, car dans les heures de tristesse et de découragement, il me sera un refuge. Les odes réveillent la conscience et la force à une sévérité terrible envers soi-même. Elles me montrent l'immense échelle qu'il faut grimper encore pour oser dire un jour « J'aime Dieu de toute ma force ». Entre Rodin et Claudel, on est passé de la passion à l'amitié, mais le ton, en phase, sarcastiquement relevé par Claudel dans sa réponse d'ailleurs.
adoration du génie, référence au divin sont exactement les mêmes. Cette femme a besoin d'exprimer un émerveillement à peine mis en scène, quand ses interlocuteurs sont des génies. Le journal de Claudel, entre 1909 et 1911, contient 11 elliptiques allusions à Zdenka, qui contribuent de manière vivante à se faire une idée de leur conversation. Pétulante et infatigable, elle le promène, l'entraîne dans les églises baroques, lui montre son pays, lui raconte des histoires censées le lui faire comprendre. Je retirerai cette seule mention qui illustre bien la fantaisie à la fois native et résolue de Zdenka. Mademoiselle Braunerova veut avoir un cercueil qu'elle peindra elle-même, tout bleu, avec une quantité de fleurs et de petits oiseaux. Il s'en souviendra pour le poème In Memoriam Zdenka Braunerova de 1934. Deux offrandes en effet de Claudel à Zdenka méritent d'être évoquées ce soir. Ce poème souvenir d'abord. Il est dit de la femme forte qu'elle rira à son dernier jour. Ainsi notre ami Zdenka, qui élève un regard plein de confiance et d'amour, le moment étant venu de partir vers la Vierge de son pays. Tout est larmes et sourire en elle pour cette Vierge qui lui sourit. Elle a 70 ans et n'a jamais rien fait de mal. Elle a conservé toute blanche sa robe baptismale. Il est né sous son pinceau magnifique toutes sortes de fleurs rouges et bleues, toutes sortes de petits chevaux en verre ont poussé sous son souffle industrieux. Et s'il y avait un peu d'argent parfois dans cette bourse toujours trouée, il était pour les pauvres, les enfants et cet humble marchand de choses sucrées. Je ne vous verrai plus, Zdenka, providence de monsieur le consul et de sa famille. Chère bonne, grosse amie blonde et bleue, marraine de ma petite fille. Ce chemin, qui était bien dur parfois, vous l'avez achevé courageusement. Ah, qu'il est doux sur son cœur enfin de serrer ce petit enfant. Et en remontant jusqu'en 1910, voici le magnifique Saint Venceslas, des images saintes de Bohême, si bien analysé par le professeur Fauché, projectionniste du jour, dans le bulletin 199 de la Société Paul Claudel, que vous trouverez en vente à l'accueil tout à l'heure en bas, au prix modique de 7 €. Il s'adresse en effet à travers elle à la Bohême telle qu'elle y croyait de toute son âme. Ah, ouf. Je répète, il s'adresse en effet à travers elle à la Bohême telle qu'elle y croyait de toute son âme. Tiens bon, Tchèque obstiné, ne lâche point l'anneau, Venceslas. Pris vertigineusement dans le ciel pour le grand désert de blé tout en bas, avec ses dures petites vallées soudain et ses larges étangs dormants, pour la Bohême qui est assise entre ces 4 forêts et qui attend, pour les hommes ardents et fourbes et pour les grosses femmes aux yeux bleus, pour le désert de blé immense et platitudineux, tout est plat. Mais l'on voit tout seul sur le ciel un long clocher comme une fleur d'oignon, et loin de la ligne noire des sapins, une mare avec l'auberge et 3 maisons, où commence par une croix de bois la route qui mène jusqu'à Dieu, bordée de tristes petits pommiers qui s'en vont indéfiniment par deux. Chère bonne grosse amie blonde et bleue, les grosses femmes aux yeux bleus. Entre 1910 et 1934, il semble que dans le souvenir de Claudel, Zdenka ait rejoint l'archétype de la femme tchèque. Or, elle n'était pas blonde, un peu grasse, oui, et les yeux bleus, oui. Par ailleurs, elle n'a jamais été souffleur de verre, se contentant de peindre ses œuvres réalisées par un artisan verrier. Elle n'est probablement pas restée tout à fait blanche baptismale, heureusement. Et enfin, très généreuse,
n'en a pas moins été dans l'ensemble toute sa vie dégagé des soucis d'argent. Le beau portrait inexact qui fait partie des secrets talismans familiaux, n'est-ce pas, mes filles et petites cousines, est en tout cas émouvant, car il nous ramène à quelque chose d'infiniment précieux. L'amitié de Claudel aura été dans la vie de Zdenka un moment magnifique, qui aura contribué à lui faire toucher sa vérité humaine. Et il me plaît, et là je m'adresse à Marie-Victoire, à Violaine, il me plaît de croire que nous en sentons encore les effets. Claudel est donc parti pour Francfort le 26 septembre 1911, il y a un siècle, à la grande tristesse de ses amis. Ils se sont revus brièvement à Strasbourg et Francfort, mais après la préparation de la mise en scène de l'annonce faite à Marie, donnée le 6 février 14 à Prague, qui amène quelques échanges, elle n'aura plus de nouvelles de lui pendant 20 ans. La guerre est passée, qui a séparé les familles et les amis. Est surtout survenue la création de la République tchécoslovaque, avec pour Braunerova son lot de déconvenues philosophiques et sociales. Sa dernière lettre à Claudel, du 11 septembre 1933, quelques mois avant sa mort, exprime un violent désespoir de patriotes et de catholiques. Elle mériterait d'être citée presque intégralement, mais je pense qu'il faut en retenir seulement son ardent et émouvant souhait de fin de vie, que le cœur de l'Europe reste catholique, et en mesurer avec sympathie et mélancolie la pertinence historique. Conclusion ou inventaire de fin, en octobre 1919, après la création de la République de Masaryk, est arrivée à Prague la mission militaire française dirigée par un général sexagénaire aussi élégant que brillant, Maurice Pelé, dont les petites filles sont parmi nous. Célibataire, très endurci, il ne résistera pas cependant au charme d'une jeune femme divorcée d'un propriétaire terrien, Jarmila Braunerova, nièce de Zdenka. Sous l'œil complice et bienveillant de la tante, après une cour éclair, obéissant probablement au plus élémentaire exercice de stratégie militaire enseigné à Polytechnique, le général obtient du redoutable Vladimir, père de la Belle, la main de Yara. Il quitte Prague pour rejoindre Constantinople, où il a été nommé en décembre 1920, et revient en mars 21 pour un heureux mariage dont il aura une fille, née en mars 22. Ce bonheur sera de très courte durée, puisqu'atteint d'une leucémie, il mourra à Toulon en mars 24. Or, dès l'été 1919, désireux de faire connaître la Tchécoslovaquie aux Français, Pelé avait eu l'idée d'organiser dans la capitale française une exposition d'art populaire tchécoslovaque. Elle aura lieu au pavillon de Marsan du 29 avril au 30 mai 1920. Excellente opportunité pour Braunerova, qui lui en réclame littéralement l'organisation. Dans une lettre d'octobre 19, très ulcérée de ne pas avoir lu la responsabilité de l'affaire, elle dit au général: j'apprends que tout est décidé, la présidence, l'organisation, les finances, tout. J'avoue que je ne vois pas quelle place je pourrais prendre à côté de Monsieur S, que je ne considère pas comme un artiste, mais comme un homme qui fait bien sa carrière et qui sait bien se servir des gens qui aident à le pousser. Je le déclare absolument incompétent de comprendre l'esprit de l'art populaire slave. C'est un boche cubiste. Elle obtiendra gain de cause, à juste titre, puisqu'ayant fait de longs séjours en Slovaquie morave, elle connaît tous les objets d'art populaire, céramique, bois sculpté, tissus brodés et costumes qui seront présentés. Merci Claire, qui est obligée de nous quitter. Merci infiniment. Le catalogue de cette exposition, document assez pauvre, conservé à la bibliothèque Fornet à Paris, préfacé par Pelé, signale poliment en conclusion deux autres organisateurs, Madame Tirkova et le professeur Niederle. Un conservateur du Louvre mentionne par lettre à Pelé l'intérêt du public pour l'originalité des objets exposés et avance le chiffre de 20 000 visiteurs. Braunerova, en dépit de son hostilité ouverte
au pouvoir récemment en place, a réussi à être présente grâce à Pelé et a joué là son rôle d'ambassadrice de la bohème traditionnelle auprès de Paris. Si la notoriété est ainsi confirmée, elle n'est cependant déjà plus recensée dans le monde artistique tchèque. L'expression bolcheviste en dit long et nous renseigne sur ses opinions et sur son évolution. Depuis de longues années, dans le rejet des mouvements contemporains, elle s'est concentrée sur son travail de graphiste et de bibliophile, ainsi que sur ses créations de verrerie. Sa place dans l'histoire de l'art tchèque a évolué. On la cherche vainement dans 2 ouvrages parus en français à cette époque. Édité chez Jan Stens en 1920, le remarquable livre d'Antoine Matéchek et Zdeněk Virs, L'art tchèque contemporain Prague 1921, ne la mentionne pas. En 1937, édité chez Félix Alcan, l'ouvrage de Nevieski, L'art moderne tchécoslovaque 1905-1933, ne la signale pas non plus. Et le 29 février 1928, un numéro spécial du Figaro consacré à la Tchécoslovaquie, complète état des lieux de la jeune République, ne la classe pas dans la rubrique art plastique, mais dans le chapitre l'art du livre tchèque. On lui reconnaît dans ce domaine un rôle fondateur. Le numéro du Figaro est visible dans la vitrine. Une exposition rétrospective lui sera cependant consacrée en 1932 à Prague. Aucun document, aucun catalogue ne nous en est parvenu. Que reste-t-il donc d'elle, ici, en France, maintenant? Ces lettres et documents littéraires que nous venons d'évoquer, qui, hors de la bohème, scandent littéralement sa vie personnelle et publique. Un article dans le Bénézite, bien connu des Schiner, dictionnaire critique et documentaire des peintres-sculpteurs, elle y est signalée comme ayant exposé au salon de 1910, ce qui peut paraître une mecque, mais en tout cas une précieuse référence. Les œuvres en main privée, peu. Une toile au château de Branque, demeure de Claudel, un paysage de l'époque de Barbizon, les bords du Loing, donné et dédicacé en 1910. 2 aquarelles et quelques gravures rescapées des exactions et spoliations diverses dans la famille Brauner à Paris. Le souvenir, la nécrologie française. Dans la revue de la quinzaine du Mercure de France du 15 juin 1934, sous la signature de Joseph Cherf, le 23 mai dernier à midi, mourait à Prague mademoiselle Zdenka Braunerova, artiste peintre, aquafortiste et qui très habilement sut remettre en honneur la vieille industrie populaire de Bohême du verre peint et décoré. Personnalité extrêmement populaire parmi les artistes de Prague, elle nous intéresse particulièrement ici parce qu'elle fut la belle-sœur d'Elémir Bourges. Nous revoilà dans la simplification abusive, beaucoup mieux dans l'Europe centrale du 2 juin 1934, sous la signature de Julia Letty. Cet article qui la résume parfaitement. En Zdenka Braunerova, qui vient de mourir à Prague, âgée de 76 ans, mais en pleine force créatrice, a disparu la dernière des grandes éveilleuses de la nation, la dernière de ces femmes d'élite qui furent les compagnes et parfois les émules en vaillance et en talent des Havlicek, des Palatsky, des Rieger. Sa vie riche et fêtée lui avait laissé une ingénuité d'enfant et le don de s'émerveiller toujours à nouveau. Zdenka Braunerova était, de l'avis de tous les spécialistes, la créatrice du livre tchèque moderne, dans l'ornementation duquel elle avait subtilement mêlé à des souvenirs français des motifs baroques et des suggestions de folklore. Cette unité précieuse qui était son secret se retrouvait dans le caractère et l'existence de cette artiste cosmopolite qui était chez elle, à Paris comme à Rome, mais n'était jamais aussi pleinement elle-même qu'à l'ombre d'une église de son quartier ou en communion avec sa terre natale, dont elle nommait toutes les plantes par leur nom. Cette vie où s'équilibrait, dans un ensemble d'une harmonieuse audace, la religion, l'art et l'amitié, fut la plus réussie de toutes ses œuvres. Talent dans les œuvres, génie dans la vie.
Les éléments disparates, quelquefois dérisoires, quelquefois très intenses, que nous avons recensés le montrent. Zdenka Braunerova a tracé entre la France et la Bohème un lien singulier et fécond. Sur un plan personnel, ce lien plein des tristesses consolatrices et des gaietés irrémédiables qu'elle appelait dans sa jeunesse, s'est créé à travers les êtres exceptionnels qu'elle a su attirer autour d'elle toute sa vie. Sur un plan général, le rôle de Braunerova, à cette époque qui paraît à la fois proche et reculée, montre à l'évidence l'entière conversion de sa francophilie au bénéfice de la Bohème raffinée, irréductible, avant tout catholique et baroque, à laquelle elle croyait profondément, et où à travers les arts, l'architecture, la musique, elle savait qu'on trouverait toujours une des plus belles expressions de la culture européenne. Si l'on sait s'en souvenir, tenter de le comprendre, le ranimer en tout cas, l'itinéraire libre et anticonformiste de Zdenka Braunerova, qui a nourri tant d'échanges et d'influences, peut en tant que témoin être encore utile à nos deux pays. C'est pourquoi je dédie cette étude réalisée du versant français aux futurs étudiants et chercheurs tchèques francophones qui, à Prague, disposent de l'essentiel des belles traces de Braunerova, bohème, femme et européenne d'avant-garde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Demain, c'est la Saint-Venceslas. Dissertation fidèle de Saint-Venceslas. Merci à mes merveilleux récits. Dommage que Claire n'ait pas pu rester. Sa fille avait une représentation théâtrale ce soir, elle était vraiment obligée d'y assister. Madame Bonner l'a signalé, nous avons ce numéro du bulletin de la Société Claudel ici qui est en vente à l'accueil, dont la majeure partie est dédiée justement à Claudel et la Bohème. Je vous invite à feuilleter éventuellement à l'acquérir là-bas. Peut-être avant de quitter, je me tourne vers vous si vous voulez prolonger le débat avec quelques questions. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Mais... S'il vous plaît, qui était ce Bosch cubiste? Je ne le sais pas, j'attends qu'on me le dise ici. Il y a plein de gens cultivés qui doivent le savoir. Peut-être Jean Gaspard. Il faut faire une enquête policière, absolument. Son nom commence par S. Ah, voilà, mais bon, j'hésite parce que j'ai un peu creusé dans tous les noms d'artistes qui ont été à l'origine de l'exposition Rodin à Prague. Il y avait beaucoup de francophones dans cette équipe-là, mais pour rien au monde, je n'oserais dire celui auquel je pense parce que je n'en suis pas sûre. Donc j'attends qu'on m'aide à trouver ça. Il y a le musée de Rodin, Oui. Deux portraits de Zdenka Braunerova, une fois sous le titre La femme slave, et une deuxième fois, je crois que c'était un espèce de Écoutez, dans la famille, on a longtemps espéré qu'il s'agissait d'en effet l'image de Zdenka, mais en réalité, après avoir longuement discuté avec Hélène Pinet et Véronique Mathiussi, les responsables du musée, on ne pense pas, ça ne ressemble absolument pas à Zdenka. La femme slave n'est pas Zdenka Braunerova. C'est regrettable, mais c'est une réalité. Ça fait partie des choses justement à réfuter, parce que l'ambiguïté est restée longtemps sur cette origine. Oui, la femme slave, mais bon, il y a eu, de toute évidence, je ne sais pas, la dernière fois que je suis allée au musée Rodin, il n'y avait que ça, on n'identifiait pas le buste, la femme slave, à Braunerova. C'est disparu.
C'est dommage, mais enfin, la femme slave est de toute façon tellement belle que ça se suffit à soi-même. Monsieur Soubibou, peut-être que vous pourriez nous trouver qui est-ce. Oh là là. Ou il faudrait demander à Marquette Tateina. Certitude et sans archives, je ne le prononcerai pas. Zdenka Brunet-Vrovin est patriote et en même temps déçu par la République après 1918. Comment vous expliquez cela? Je l'ai résumé faiblement parce que je ne suis pas historienne. J'ai cru comprendre à travers les documents que j'ai lus. D'abord, c'était probablement un sujet de conflit intrafamilial, si j'ose dire. Mon beau-père, Miro Brauner, était un ami très proche de Hansa, et on peut aussi s'amuser à lister les rencontres quand même ambiguës mais consenties de Zdenka avec la présidence Masaryk. J'explique ça par le fait qu'elle était tellement imprégnée de catholicisme depuis de longues années, tellement farouchement fondée sur cette philosophie, cette religion, cet art de vivre. Elle assimilait tellement la bohème au catholicisme qu'elle n'a pas du tout admis les théories diffusées par les mouvements jeunes tchèques depuis de longues années, même à la période où Martens et elle étaient quasiment militants et déjà isolés, donc l'époque qui précède immédiatement l'arrivée de Claudel à Prague, la laïcité, le rejet du catholicisme, l'exclusion aussi, la vigoureuse détestation de l'Empire tel qu'il était. C'est un point de vue d'ignorante que je vous donne, mais je pense que ça peut-être être recherché tout simplement par là. Peut-être qu'il y a sûrement des professeurs plus compétents que moi. Je ne sais pas ce qu'en penserait le professeur Fauché. Elle représente vraiment une catégorie, si vous voulez. Son père était un des leaders du parti vieux tchèque. Elle représente un monde politique qui est devenu, dans les 10 premières années du XXe siècle, du 19e siècle, pardon, du XXe siècle, pardon, qui est devenu complètement dépassé. Elle n'acceptait visiblement pas la conception de la démocratie telle qu'elle avait été élaborée ici, entre autres. Et ça ne lui convenait pas du tout. Mais c'est très simpliste comme explication. Je ne suis pas assez compétente pour répondre à ça. Ce que je pense comprendre, c'est qu'elle a quand même accepté, parce qu'elle était effectivement très patriote, elle a accepté la création de la République. Elle était extrêmement contente de l'alliance entre la famille Brauner et la mission militaire française, par ailleurs. Elle en a quand même un peu bénéficié. Je crois que les quelques anecdotes racontées par ma cousine Marichka, il y a très longtemps ici, les quelques entretiens, visites qu'elle a faites au président Masaryk, était un reliquat de convenance mondaine aussi, parce que cette famille, il ne faut pas oublier que František Brauner avait été quand même une figure exceptionnelle dans l'histoire de l'évolution des idées, je crois, en Bohème. On lui doit quand même quelque chose de merveilleux. Il s'est battu, il a payé de sa personne, il a vraiment dialogué pied à pied avec le pouvoir impérial, mais elle en était restée là avec Martens. Et puis, peut-être que là aussi, en simplifiant, je me sens très, très mal parce que pas assez compétente, peut-être que dans l'idée qu'ils avaient de la fédération autrichienne, aurait pu leur apporter des satisfactions meilleures, si vous voulez, une autre organisation. Mais en tout cas, il est sûr qu'elle avait une hostilité à l'égard de l'équipe qui est arrivée. Alors que dans cette famille, son frère Vladimir, soit dit en passant le premier, le grand-père de mon mari, était très certainement très impliqué dans la création de la jeune République. Et en tout cas, il y avait des liens personnels, familiaux entre les Masaryk et, en tout cas, pour Miro Brauner, une longue enfance partagée.
une longue jeunesse merveilleuse dont j'ai quelques témoignages d'ailleurs qui mériteraient peut-être un jour d'être traduits et qui justifieraient peut-être une petite causette sans prétention, mais qui pourrait beaucoup amuser ceux qui gardent la mémoire de Hansa et de Masaryk. C'est tout ce que je peux vous répondre, je suis désolée. C'est peu de choses. Rien d'autre. Marie-Victoire, oui. J'ai oublié ta réponse. Oui. La correspondance Bronerovan-Miloš Marten, elle n'est pas publiée. Elle est à Prague, aux archives. Que je sache, il doit y en avoir des parcelles à droite et à gauche. Oui. Je n'ai pas fait tout l'inventaire. J'ai l'inventaire des archives de Prague. Mais je nage encore là. J'espère que j'apprendrai plus. Il y a des tas de gens, des tas de jeunes chercheurs qui doivent être capables de me dire, si je retourne à Prague, j'irai chercher. Mais pour l'instant, je ne peux pas te dire mieux qu'il faut les chercher aux archives littéraires de Prague. Je suppose que ça va être une ligne sur Claudel, les échanges. Il n'y en a pas, mais je crois pas, Marie-Victoire, je crois pas qu'il y en ait beaucoup parce qu'ils ne s'écrivaient pas, ils se voyaient tous les jours. Ils ne s'écrivaient pas. Ils ont vécu ensemble quasiment pendant 5 ou 6 ans et ça a d'ailleurs été très largement brocardé par le William Ritter, ce musicologue, écrivain, critique. Voilà, en fait, je pense que la proximité entre Zdenka et Miloš Marten, qui je pense, commence à s'installer un peu après l'exposition Rodin, qui durait depuis 4 ou 5 ans à l'arrivée de Claudel, elle s'est faite peu à peu. Tu sais mieux que moi que c'est quand même Marten qui a été le premier traducteur de Claudel à Prague, que tout ça d'ailleurs avait trouvé un relais aussi avec Bourges, dont je ne pouvais pas parler ce soir, puisque Bourges était un des premiers ardents admirateurs de Paul Claudel, et donc s'était chargé de le faire savoir à ses amis tchèques, et Marten, qui était aussi de mère française, s'était imprégné de Claudel très rapidement, avant même que Claudel ne soit nommé par Berthelot en novembre 1909. Il y avait tout un substrat qui faisait que je ne crois pas qu'il y ait énormément de traces écrites de textes. En tout cas, pour l'instant, j'en ai pas trouvé. Mais je suis infirme, comme vous le savez, et il faut que je retourne à Prague plusieurs fois. Et puis, je pense qu'il y a des gens plus compétents, j'espère qu'il y a des gens qui s'interrogeront un peu là-dessus. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je remercie Brigitte Bronner, je remercie tous nos invités. Merci d'être venus et je vous dis, je l'espère, à bientôt. Merci.